Alors, quand on apprend que des policiers sont interpellés, que ces policiers sont soupçonnés des faits de braquage, alors il y a en fait une rupture du lien de confiance entre la population et ceux qui sont censés les protéger, c'est-à-dire la police, et il y a par la suite un doute général sur tous les policiers. Vous voyez, puisque ceux qui sont censés protéger les citoyens, ceux qui sont censés constater les infractions, rechercher les auteurs des infractions, ce sont les mêmes qui commettent les infractions. À partir de ces moments, la population n'est pas en sécurité. Vous voyez, la population, d'une part, est traquée par les bébés noirs et d'autre part, traquée par les policiers. La population se retrouve abandonnée à elle-même. Donc, le sentiment qui ressort de toute cette affaire, c'est le sentiment d'abandon complet de la population, des citoyens congolais qui sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a un désordre. On n'a plus une police qui recherche les auteurs d'infractions, mais on a une police qui commet des infractions. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le désordre qui s'installe. Ça montre que ceux qui sont censés respecter la loi ne la respectent pas, c'est-à-dire la police. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Droit de Savoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir encore choisi TELER TV. Likez et partagez pour nous aider à atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs. C'est ainsi que fonctionnent les algorithmes de YouTube et de Facebook pour mieux vulgariser l'information. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur TELER TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochaines émissions. Vous le savez, TELER TV est un média en ligne libre et indépendant. Vous pouvez aussi nous soutenir en envoyant des étoiles. Moi, c'est Christian Perrin. J'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau Maître Brice Nzamba. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Notre échange portera sur la police congolaise avec en toile de fond cette affaire qui défraie encore la chronique au niveau de Brazzaville, l'affaire Mère Alice. Bonjour et merci d'avoir encore accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci donc de disposer ce temps pour cette interview. Alors, Maître Brice Nzamba, vous avez probablement suivi, comme tous les Congolais d'ailleurs, la vague d'interpellation qui a probablement encore lieu jusqu'à maintenant là, dans les rangs de la police, bien entendu, dans cette affaire dite Mère Alice, où d'ailleurs certaines auditions se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, je souhaiterais que vous puissiez nous dire évidemment quel est votre sentiment global quand vous avez suivi cette affaire. Alors, ce que je dois dire, c'est que, avant tout, je dirais que c'est déjà une bonne chose pour nous, en tant que citoyens congolais, d'apprendre qu'il y a des policiers qui, au même moment, sont des braqueurs, qui sont interpellés. Donc, déjà, à la base, c'est une bonne chose que de pouvoir interpeller ces gens. Et d'apprendre par la suite que ces gens sont auditionnés et par la suite d'apprendre que leurs auditions ont été diffusées en ligne, puisqu'on a eu accès à des vidéos, des auditions dans lesquelles les personnes interpellées témoignaient de leur degré de participation au fait qui leur était reproché. Bon, ça aussi, on a appris ça dans les réseaux. Bon, ça peut générer une certaine discussion. On en parlera certainement par la suite. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que dans cette affaire, il y a d'abord l'étonnement. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on est étonné d'apprendre que des personnes qui sont censées protéger les citoyens, des personnes, puisque les policiers, comme vous devez le savoir, ce sont des auxiliaires de la justice. Et le code de procédure pénale qui est en vigueur aujourd'hui au Congo, issu de la loi du 13 janvier 1963, donne des prérogatives bien précises aux policiers. Les policiers ont pour tâche de pouvoir constater les infractions, d'en rechercher les auteurs, d'en rassembler les preuves et par la suite de déférer les auteurs d'infractions au procureur. Donc, les policiers, à la base, devraient être des gens bien formés pour défendre l'intégrité physique des citoyens et aussi pour défendre le droit à la propriété des citoyens, c'est-à-dire la sûreté des personnes, aussi bien des personnes que de leurs biens.
Alors, quand on apprend que des policiers sont interpellés, que ces policiers sont soupçonnés des faits de braquage, alors il y a en fait une rupture du lien de confiance entre la population et ceux qui sont censés les protéger, c'est-à-dire la police, et il y a par la suite un doute général sur tous les policiers. Vous voyez, puisque ceux qui sont censés protéger les citoyens, ceux qui sont censés constater les infractions, rechercher les auteurs des infractions, ce sont les mêmes qui commettent les infractions. À partir de ces moments, la population n'est pas en sécurité. Vous voyez, la population, d'une part, est traquée par les bébés noirs et d'autre part, traquée par les policiers. La population se retrouve abandonnée à elle-même. Donc, le sentiment qui ressort de toute cette affaire, c'est le sentiment d'abandon complet de la population, des citoyens congolais qui sont abandonnés à eux-mêmes et livrés à eux-mêmes. Évidemment, avant, hein, quelqu'un me disait, lorsqu'il était à côté d'un policier, je parle du Congo bien sûr, parce qu'ailleurs, ça fonctionne quand même. Au Congo, lorsque vous étiez à côté d'un policier, on se sentait en un lieu sûr et protégé d'ailleurs. Mais depuis un certain temps, depuis des décennies, il faut le dire, lorsque vous êtes à côté d'un policier, à la rigueur, vous vous sentez mais vraiment très mal à l'aise. Et pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, la police, en fait, serait ou est une auxiliaire de justice, mais jusqu'où finalement peut aller la police dans ses rapports avec la justice? Oui, mais parce que la police, il faut dire, ce sont les forces de l'ordre, comme on dit. Et comme leur appellation le dit, la police est là pour défendre un ordre. C'est-à-dire que l'ordre qui est issu de la Constitution. La police défend aussi bien, c'est ce qu'est dit le Code de procédure pénale, la police défend avant tout la sécurité intérieure de la nation. Et la police, quand elle peut constater les infractions de flagrance par elle-même, en ce moment-là, elle interpelle les personnes qui sont concernées et la police met ces personnes à la disposition du procureur. Et le procureur, en ce moment-là, peut prendre des décisions pour faire comparaître les personnes devant la justice. Donc, les rapports entre la police et la justice, ce sont des rapports étroits. Parce que les policiers, ce sont eux qui préparent les éléments nécessaires qui vont permettre aux magistrats de pouvoir juger une affaire. Puisque sans les policiers, les magistrats n'auraient pas des éléments de fait, n'auraient pas suffisamment de preuves pour pouvoir dire le droit. Donc, les policiers, à la vérité, ce sont des auxiliaires de justice. Ce sont des personnes à partir desquelles la justice peut avoir lieu dans un pays. Donc, à partir du moment où il y a une rupture de confiance entre la police déjà et la population, et d'autre part entre la police et la justice, on n'est plus dans un état de droit en ce moment-là, puisque l'ordre qui était censé être un ordre républicain, défendu par des forces de police républicaines, c'est-à-dire qui sont au service des dispositions légales de la cité, c'est une police qui est en quelque sorte dévoyée, puisqu'elle ne sert plus les principes qui sont posés dans la Constitution. Vous voyez? Donc, à partir de ces moments-là, il y a une désorganisation, il y a un désordre. On n'a plus une police qui recherche les auteurs d'infractions, mais on a une police qui commet des infractions. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le désordre qui s'installe. Et donc, comme j'aime souvent le dire, c'est-à-dire que le droit à la sûreté, c'est le premier des droits fondamentaux. Vous voyez? Parce que ce qui justifie l'existence même de l'État, c'est la circonstance que l'État a pris pour rôle de pouvoir assurer la sécurité des biens et des personnes. Voilà, c'est pour cela que les personnes ont, par un contrat social, se sont dépouillées de leur droit de se faire justice par eux-mêmes et ont délégué ces droits-là à un État. Et l'État doit donc assurer aux personnes physiques cette sûreté-là. Et cette sûreté s'assure d'abord et avant tout par la police, qui, par son travail, par sa mission, reconnue par la loi, permet de constater les infractions, d'interpeller les auteurs des infractions et de les mettre à la disposition de la justice. Donc, quand la police ne fait plus son travail, la justice ne peut pas non plus faire son travail, parce que les deux vont de pair. Donc, ce qui se passe par exemple à Brazzaville, dans ce feuilleton bien sûr Meralis, je l'ai rappelé d'entrée de jeu, extorsion des preuves, divulgation des auditions, torture, etc. Alors, quelles conséquences d'abord pour l'État congolais, pour l'institution, donc la police, mais aussi pour les auteurs qui font fuiter ces informations? Alors, mais ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'un État fonctionne sur la base d'une constitution.
Et la Constitution, elle pose notamment dans son préambule les principes par lesquels l'État fonctionne. Ce sont vraiment les bases de l'État. Et donc, dans ces bases-là, vous avez notamment ce qu'on appelle la garantie des droits de la défense. Voilà. C'est-à-dire que la personne humaine est inviolable. Quand vous lisez le préambule de la Constitution de 2015, c'est prévu, la personne humaine est inviolable. Et nul ne peut être détenu arbitrairement. C'est-à-dire que la détention d'une personne ne peut se faire que conformément à la loi, dans le respect strict de la loi. Or, que dit la loi? Quand vous prenez l'article 11 de la loi du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénale au Congo, cet article prévoit bien que la procédure, en fait, les enquêtes, que ce soit les enquêtes diligentées par la police ou les enquêtes diligentées dans le cadre d'une instruction, elles se déroulent de façon secrète. Voilà. C'est-à-dire que les autorités qui sont parties prenantes de ces enquêtes-là ne peuvent pas divulguer les auditions au cours desquelles les personnes interpellées donnent leur témoignage des faits qui leur sont reprochés. Donc ça, c'est une disposition de la loi. Et cette disposition de la loi prévoit même des sanctions qui sont prévues dans l'article notamment 378 du Code pénal du Congo. Donc, il y a un fait qui est précis. C'est aussi là une violation de la présomption d'innocence. Ah oui, ça c'est par la suite. C'est-à-dire que c'est une conséquence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la loi dit que les enquêtes doivent être menées de façon secrète, ça veut dire que les auditions doivent être secrètes, doivent être contenues dans des procès-verbaux qui sont mis à la disposition du procureur de la République pour qu'il décide des suites à donner à cette enquête. Donc, on ne peut pas divulguer déjà les auditions des personnes qui sont placées en garde à vue. Ça, c'est de un. De deux, quand on le fait, non seulement on porte atteinte au secret de l'enquête, mais ensuite, comme vous l'avez dit, on porte atteinte à la présomption d'innocence de la personne qu'on est en train d'entendre, puisque il est clair que dans le préambule de la Constitution actuelle, bon, cette Constitution vaut ce qu'elle vaut, hein, mais puisque c'est celle qui est en cours actuellement selon l'État en place, le régime en place en vigueur au Congo, il faut dire que cette Constitution reconnaît la présomption d'innocence à toute personne aussi longtemps qu'un jugement n'a pas été rendu dans le cadre d'un procès juste et équitable. Donc, ça veut dire que quand on auditionne une personne, la circonstance de divulguer son audition laisse présumer que cette personne aurait une certaine culpabilité qui serait déjà reconnue, puisqu'on va mettre à la disposition de la vindicte populaire cette personne-là, par rapport à ce que la personne dit. Vous voyez? Donc, en fait, le fait de le faire, ça montre que ceux qui sont censés respecter la loi ne la respectent pas, c'est-à-dire la police. On voit que les institutions qui sont en place actuellement au Congo, notamment l'institution police, l'institution de la justice, et même l'État lui-même, puisque le ministre de la Justice doit pouvoir prendre des dispositions. Vous voyez, puisque le Code de procédure pénale congolais prévoit que quand le ministre de la Justice a connaissance des atteintes à la loi, le ministère de la Justice peut donner des instructions au procureur général ou au procureur de la République pour que des mesures soient prises pour que cette atteinte cesse. Or, nous voyons que les auditions de certaines personnes interpellées dans l'affaire de Mère Alice ont été divulguées dans les réseaux sociaux, mais aucune mesure n'a été prise contre les personnes qui ont divulgué ces auditions et qui ont porté atteinte à l'article 11 du Code de procédure pénale du Congo et qui ont porté atteinte à la présomption d'innocence des personnes qui ont été entendues. Quelle serait donc la crédibilité d'une telle procédure lorsqu'on viole évidemment toutes ces mesures? Oui, mais alors, moi, si j'étais l'avocat des personnes qui ont été interpellées, déjà, j'attaque et je porterai plainte pour notamment atteinte à ce que je vous ai dit, hein, l'article 11 du Code de procédure pénale, puisqu'il y a une atteinte au secret des enquêtes, il y a une atteinte, et donc il y a aussi une atteinte à la présomption d'innocence. Voilà, maintenant, à partir de ce moment-là, on va discuter sur la recevabilité d'une audition qui a été divulguée. C'est-à-dire que comment on peut faire entrer dans la procédure une audition qui a été divulguée contrairement à la loi. Voilà, cette audition, elle n'est plus recevable au niveau de la juridiction de jugement. Vous voyez? Donc, il y a une atteinte même à l'intégrité de la procédure pénale dans cette affaire. Vous voyez?
À partir du moment où les officiers de police et judiciaire ne respectent pas la loi, soumettent à la vindicte populaire les personnes qui sont encore que des suspects, hein, au niveau où nous en sommes, c'est des suspects, ce ne sont pas encore des coupables, on peut en ce moment-là se poser des questions sur la crédibilité de toute la procédure pénale qui a été diligentée dans cette affaire. Des éléments incriminés, hein, bien sûr, dans cette affaire, qui défraient encore la chronique au niveau de Brazzaville, appartiennent finalement pour la plupart au groupement de répression contre le banditisme, le GRB, qui en fait est une unité qui n'obéit exclusivement qu'au général Jean-François Ndengue. Et nous avons constaté que ces opérations, au début bien entendu, ont été menées par ce groupement. Est-ce qu'on peut parler là, disons, d'une atteinte à l'impartialité de l'enquête? Oui, mais à partir du moment où vous avez des éléments importants de ces groupements qui sont soupçonnés des infractions aussi graves que celles pour lesquelles elles ont été interpellées, et que ces groupements-là est placé sous l'autorité du général Jean-François Ndengue, alors je pense que pour la sérénité des enquêtes, on ne peut pas laisser ce même groupement s'occuper des enquêtes pour lesquelles des membres de ces groupements sont entendus, puisque il peut arriver que les complicités aillent plus loin, vous voyez. Parce que qu'est-ce qu'on peut raisonnablement penser que ces personnes qui ont agi peut-être avec des commanditaires, et il est possible que ces commanditaires soient encore au sein de ces groupements, ou que ces commanditaires... Une façon de vouloir étouffer l'affaire ou la vérité. Oui, c'est possible. C'est pour ça dire qu'il serait... Moi, je suis étonné. Je pense que cette affaire devait être instruite par des officiers de police judiciaire qui sont connus pour leur sens de la République, qui ont le sens de la loi. Et bon, moi, je pense que déjà, par rapport aux éléments que nous venons de dire, du fait que des auditions ont été diffusées et peut-être même que certains des interpellés ont été aussi agressés physiquement, hein, puisque vous savez que la torture est condamnée, hein, aussi bien par la Constitution du Congo que par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que le Congo a signée. Vous voyez, donc, quand on voit un peu les conditions dans lesquelles cette enquête est menée, moi, je pense qu'il faut que ce soit des officiers de police judiciaire qui ne sont pas membres de ces groupements, qui puissent se saisir de cette affaire pour mener une enquête qui se veut en tout cas impartiale et tout à fait légitime. Alors, ce n'est un secret pour personne. Vous le savez probablement aussi que la police congolaise brille par des entorses graves d'ailleurs à la déontologie et aux règles de droit. Hein. Le cas, par exemple, concret, ce sont évidemment les exécutions extrajudiciaires. Et ça, nous assistons à cela depuis fort longtemps. Torture, extorsion de preuves, nous l'avons déjà dit, exécution froide, hein, des jeunes. Et cela se fait aux yeux au sud de l'administration publique. Est-ce qu'on peut penser que c'est un mot de gouvernement, question d'entretenir un sentiment de terreur dans la ville ou dans le pays? Oui, mais je pense que vous avez la réponse dans votre question, M. Perrin. Il faut savoir, il faut d'abord voir les conditions dans lesquelles le régime en place s'est imposé au Congo. Nous savons que ce régime est arrivé au pouvoir par les armes, par la force, et que ces régimes se maintient au pouvoir une fois encore par la terreur, c'est par la peur. Même les opposants n'osent plus manifester parce que les gens ont peur au Congo, vous voyez. Donc vous avez déjà un régime qui a pour mode de gouvernance la peur, vous voyez. Et pour cela, les personnes qui sont censées faire respecter la loi et l'ordre et qui travaillent pour ces régimes sont en fait des personnes qui continuent l'œuvre de ces régimes en distillant la peur au sein de la population. Donc, ce n'est pas étonnant que des policiers deviennent des braqueurs, puisque vous avez affaire à un régime qui lui-même est un régime qui fonctionne par le coup d'État permanent. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que pour pouvoir rester au pouvoir, il faut que les Congolais continuent à avoir peur d'eux. Voilà, c'est ça leur philosophie. À partir de ces moments-là, aucune autorité étatique a intérêt à ce que les policiers soient formés comme il se doit. Parce que si les policiers étaient formés dans le respect de la loi, dans le respect des droits des citoyens, les policiers seraient exemplaires.
Et les policiers exemplaires ne vont pas réprimer des opposants qui veulent manifester dans le cadre de la loi. Et ces policiers-là vont contribuer à un changement de régime. Donc, ce n'est pas cohérent dans la philosophie de ceux qui dirigent le Congo actuellement. Donc, la cohérence pour eux, c'est d'avoir des policiers qui n'ont pour policier que le nom, mais pas la formation. Et c'est pour cela que, comme vous l'avez dit, on a des policiers qui arrivent à torturer des citoyens, alors que la Constitution congolaise interdit la torture, et alors que le Congo a souscrit à des conventions internationales qui interdisent la torture. Vous voyez, mais ce n'est pas étonnant non plus, puisque vous avez un rapport de la FIACAT et de la CAT Congo. Ces rapports disent expressement que les policiers au Congo ne maîtrisent pas les procédures d'interpellation, de garde à vue, qui les mettent aux prises avec les citoyens. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de formation, il y a un rapport des organisations de droits de l'homme qui le dit. Vous voyez? Mais maintenant, que les organisations en parlent, c'est une chose. Mais quand les organisations parlent, il appartient aux autorités de prendre des décisions. Mais vous voyez, même quand les organisations internationales font des rapports, mais les autorités en place ne prennent aucune décision pour se dire qu'il faut procéder à une formation adéquate des policiers, pour que les policiers soient véritablement au service des lois de la République. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le projet du régime en place. Et je pense que ce qui se passe, c'est le reflet même du régime. Alors, Maître Brice Nzamba, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, les organisations internationales tirent la sonnette d'alarme sur les exécutions extrajudiciaires qui ont lieu au Congo-Brazzaville. Pourtant, dans le même temps, on sait bien que cette police, la police congolaise bien entendu, est assistée et conseillée par les experts français. Est-ce qu'il peut expliquer finalement le silence de la France face à toutes ces exécutions extrajudiciaires, torture, exécution froide? Vous l'avez dit tout à l'heure, le rapport de l'ACAT, les tortures sont systématiques au Congo-Brazzaville. Et dans le même temps, nous avons des experts français qui conseillent cette police congolaise. Oui, mais ça, c'est le travail que devrait faire l'opposition congolaise, ou, je dirais encore, mieux encore, la société civile congolaise. Vous voyez, puisque les autorités françaises, elles viennent dans le cadre d'un accord de coopération avec l'État congolais. Alors, je sais que les autorités françaises sont au courant de ça, puisque les autorités françaises ont les services de renseignement, ont aussi les relais au Congo pour savoir un peu quel est l'état de la police congolaise. Mais le travail qu'il faut faire, parce que c'est un travail de rapport de force, le travail qu'il faut faire, il faut faire une compilation de toutes ces atteintes aux droits de l'homme perpétrées par la police congolaise. Et à partir de cette collecte d'informations, en faire un rapport et soumettre ces rapports-là aux autorités françaises. Et dans ces rapports, faire des recommandations en disant qu'aussi longtemps que le Congo ne va pas respecter un certain cahier des charges, parce qu'il faut qu'on impose à la France, avant que de pouvoir apporter son soutien logistique à la police congolaise, puisque le soutien, il n'est pas seulement au niveau de la formation, il y a aussi un soutien logistique. Hein. Il y a des véhicules qui sont donnés aux Congolais, il y a même certains équipements, et ces équipements-là, au lieu de servir au respect de la loi, servent à la répression des citoyens congolais. Donc ça, il faut faire un rapport, il faut imposer aux autorités françaises que ces autorités imposent aux autorités congolaises des préalables. Voilà. Il faut qu'il y ait des préalables. Il faut que l'État congolais respecte un certain préalable avant que de bénéficier, par exemple, de la formation provenant des experts français ou des équipements policiers. Il faut des préalables. Et ces préalables-là, ça peut être, par exemple, les modalités de recrutement des policiers. Quelles sont les modalités de recrutement des policiers? Sur quels critères? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces respects-là. Hein. Les recrutements se font souvent par lien ethnique, tribal, régional, etc. Ce n'est plus sur des critères objectifs liés notamment à des diplômes que les gens pourraient avoir, des diplômes en droit, par exemple. Parce que si on doit être policier et qu'on doit servir la loi, on doit au préalable être formé au moins pour savoir c'est qu'est-ce la loi et comment on doit la faire respecter. Vous voyez? Donc, je pense que le travail à faire, c'est un travail qui est du ressort de l'opposition et de la société civile du Congo pour pouvoir
faire monter des recommandations aux autorités françaises pour que ces dernières puissent faire respecter des préalables aux autorités congolaises avant que de former la police congolaise qui récupère les équipements, la logistique et une formation dont elle n'a rien à faire pour réprimer les populations. Alors, Maître Brice Nzamba, nous savons qu'actuellement, Aimé Wilfried Bindinga est le ministre de la Justice, Raymond Zépirang, vous le savez, c'est le ministre de l'Intérieur et la Sécurité. Vous avez Jean-François Dengue qui est le directeur général de la police, King Obami Itou, directeur adjoint de la police nationale. Vous avez Victor Moigny, commandant de la gendarmerie nationale, et bien sûr le magistrat suprême, comme on l'appelle, le premier magistrat, Denis Sassou Nguesso. Et là, nous sommes en train de constater que finalement au Congo, nous l'avons dit d'entrée de jeu, la torture est systématique, des exécutions extrajudiciaires, donc on peut tuer des gens comme ça en public, et ça se passe d'ailleurs en public, donc des exécutions froides. Et nous savons aussi que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Est-ce que ces autorités pourront être tenues pour coupables ou pourront être poursuivies en justice? Oui, je pense que nul n'est au-dessus de la loi, hein. Il faut simplement rapporter des preuves que ces autorités étaient au courant de ces faits-là et que certaines instructions provenaient de ces autorités-là. À partir de ce moment-là, oui, il faut savoir que la France a une compétence universelle en matière de torture. Voilà, c'est-à-dire que tous les faits de torture qui ont lieu au Congo, la France est compétente pour les connaître à partir du moment où la victime de la torture est sur le territoire français et qu'elle peut saisir les autorités françaises. Les autorités françaises, la justice française est compétente. Donc, pour cela, il suffit d'avoir quelques éléments de preuve ou un début de commencement de preuve, puisque par la suite, il y aura un travail d'instruction qui sera fait pour pouvoir approfondir ces preuves-là. Donc, pour répondre à votre question, nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut se dire une chose, c'est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont pas vocation à rester toujours au pouvoir et qu'il viendra un jour où ils vont descendre de leur charge et qu'ils seraient comme tout citoyen lambda au Congo et que par conséquent, tous les faits pour lesquels ils ont été impliqués liés à des tortures ou à des exécutions sommaires vont revenir en surface ici en France ou ailleurs en Europe où il y a une compétence universelle. Donc, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, c'est dans leur intérêt de pouvoir administrer leur administration dans le respect de la loi pour que demain, ils ne soient pas appelés ou interpellés par les autorités des pays dans lesquels la compétence universelle de la justice est valide. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Maître Brice Nzamba. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, mais aussi merci d'avoir été disponible pour nous et pour nos téléspectateurs. À vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager pour atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur Télar TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochains numéros. Je vous dis donc au revoir, on se retrouve à très bientôt, mais d'ici là, en tout cas, prenez soin de vous. Merci.